Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, déjà merci pour vos retours sur la vidéo avec David Kruger, justement, je pense qu'il vous a pas mal plu. Merci pour vos retours, merci pour vos conseils, merci même pour vos informations que je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Philippe Valmont. Philippe, salut. Salut. Donc Philippe, tu es comédien. Bah oui. Bah, j'ai plusieurs casquettes dans mon métier de comédien. C'est ça, mais tu es surtout comédien de doublage. Surtout, oui, ça fait partie de ces 50% dans l'activité. Quoi. Philippe qui est la voix de Christian Bale. Voilà, régulièrement. Régulièrement. Et donc, en gros, là, je vais te faire écouter 2-3 extraits. Ok. Sur des voix que tu as pu faire peut-être il y a 10 ans. Oh misère, oh misère, on va pas me reconnaître. Sur il y a 10 ans, D'accord. et t'essayes de me deviner. Le film Le film, titre et à peu près, tu me dis à peu près comment ça s'était passé l'expérience dessus ou autre. Ok. Très bien. Alors vous dans les commentaires aussi n'hésitez pas à jouer aussi en même temps que Philippe justement, peut-être que vous serez plus rapide que lui pour retrouver. Parce qu'on a beaucoup de gens quand même qui sont vraiment chauds des fois pour trouver quand on fait des blind tests et tout ça, ils sont vraiment très chauds. Ah oui, non, il y a des pros. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. C'est passé l'autre soir. Très bien. Enfin, la police locale a eu besoin d'un petit coup de pouce tactique, mais... il est dans le top 10. Zero Dark Thirty. Donc c'est Jason Clarke, Ouais. c'est ça, de Catherine Bigelow. Très beau film. Comment ça s'est passé l'autre soir? Très bien. Enfin, la police locale a eu besoin d'un petit coup de pouce tactique, mais... il est dans le top 10. On a tiré le gros lot avec ce mec. Et c'est bien le neveu de KCM? Ouais. Et c'est quoi le problème? Il joue au con. Il cherche à être plus malin que toi. Pourquoi tu lui parles pas de ton doctorat? Non, va surtout falloir que je lui mette la pression. Personnage très dur, très brutal. Il y avait des scènes de baston, enfin d'interrogatoire assez cru, assez brut. Il fallait aller chercher cet aliment-là, c'était vraiment intéressant. Et puis un mec avec beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, donc... C'est quelqu'un que t'as l'habitude de doubler un peu, Non, Jason du Clarke, tout, non? absolument pas. Donc c'est un peu une découverte que t'as eue sur... C'était ma première fois là, parce que le personnage était massif, il y avait eu des essais, et je me suis retrouvé sur ce projet-là. Non, c'est le seul film que j'ai doublé de lui. De lui, d'accord. Ouais. Et le film, après, est-ce que tu l'as revu en entier après? Ah oui. Ouais. Oui. Et tu revois souvent en VF ou en VO? Alors écoutez, comme quand on travaille, on n'a pas le mix, je vais le plus rapidement possible quand il sort en salle écouter le film en VF pour voir le travail mixé, etc. Et puis après quand le Blu-ray sort, aussi bien en VF qu'en VO, enfin j'arrive à... Il y a beaucoup de comédiens sur lesquels j'arrive à complètement m'oublier, ou c'est pas moi, donc pour moi, un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, c'est je te reconnais pas, c'est pas toi, c'est pas ton énergie, c'est pas... Donc j'ai plaisir à regarder aussi bien la VF que la VO. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des comédiens, des fois, qu'on se dit, ah oui, c'est vrai que c'est par exemple, on va prendre Patrick Poivet, ça, des fois, par exemple, sur certains rôles, des fois, on ne devine pas que c'est lui. Ouais, absolument. C'est l'intérêt de se fondre dans le travail qu'un comédien a déjà fait, il faut nourrir quelque chose qui a déjà été créé. Donc c'est pas nous, c'est pas notre énergie, voilà, c'est pas notre façon de jouer ou d'aborder une scène, donc il faut se fondre là-dedans et puis disparaître au mieux, quoi. Donc c'est aussi bien VO et VF, puis ça dépend aussi beaucoup des gens avec qui je vais voir les films. Quand je vais voir un film avec ma nièce de 14 ans, Princesse Mononoke, on va le voir en VO, en VF je veux dire, mais tout ce qui est film de Woody Allen, film humoristique anglais, j'aime beaucoup les voir en VO, parce que c'est difficile des fois d'avoir une adaptation qui est fidèle à l'esprit, à l'âme du réalisateur. Ok, on passe à l'extrait 2. Ouais. C'est sorti il y a 10 Quoi ans. qu'il arrive, restez derrière ce bouclier. Il a été forgé par le prince charmant Philippe. Les frères Grimm. Ah oui, Ah ouais. Heath Ledger. Heath Ledger, c'était fabuleux de doubler ce comédien. Avant d'attraper la peste, Jacob, la reine a torturé et tué tous les vieux du village pour s'emparer de leurs sortilèges, et surtout celui qui concerne la vie éternelle. Puis quand est arrivé le Joker, son personnage du Joker dans Batman, j'ai demandé à Loriro, qui était responsable de la Warner à l'époque, si elle voulait bien me laisser doubler Heath Ledger. Mais c'était pas possible, comme j'étais déjà sur Batman depuis le premier, c'était innégociable et donc voilà, c'est resté. Mais comme t'aurais ça. quand même aimé faire... C'est des comédiens qui poussent leur personnage tellement loin qu'il y a beaucoup d'aliments derrière, il y a beaucoup de travail, donc c'est passionnant. J'imagine le bonheur que Boris a eu à travailler sur le Joker. C'est Stéphane... Non, je parlais du Joker, Boris, là, oui. Okay. sur le nouveau Ah Joker. oui, que je n'ai pas vu en VF C'est d'ailleurs. complètement dingue. Et c'était Stéphane Rancheski, bien sûr, qui a doublé Heath Ledger sur ce Joker-là. Mais c'est des personnages où il y a un aliment qui est complètement dingue. Il faut aller chercher des choses totalement improbables qui sortent comme elles peuvent.
Et c'est absolument génial, quoi. Et comment ça se passe par exemple si il y a par exemple une voix que tu as doublée et il y a le même acteur pareil qui est dans le film, c'est selon avec la directrice artistique? Alors c'est le directeur ou la directrice artistique qui choisit. Alors ça peut être renforcé ce choix par des essais, puisque des fois des comédiens font des performances sur un personnage qui est loin d'eux aussi, qui est quelque chose qui est très construit, et même si j'ai régulièrement doublé Christian Bale, il se pourrait que pour un personnage, quelqu'un d'autre soit légitime aussi pour le doubler. Alors c'est arrivé plusieurs fois qu'on s'interroge, comme par exemple pour Vice, eh bien il y a eu des essais qui ont été faits, et il s'avère que je remplissais très très bien le personnage, encore une fois, donc voilà, on est parti comme donc ça. En fait, il n'y a pas vraiment, quand on dit voix officielle, c'est pas vrai forcément, parce que ça peut changer du tout au tout en fait. Ouais, après c'est difficile d'imposer une voix sur un comédien américain, parce que le comédien français peut être très très bon, mais il y a eu un personnage qui a été créé par un réalisateur, un auteur scénariste au début, et un comédien interprète. Donc cette cuisine-là à trois crée quelque chose qui fait que forcément c'est singulier. Et votre singularité à vous, elle rentrera peut-être pas forcément là-dedans. Et puis un directeur artistique va endosser la responsabilité d'un travail collectif avec l'ensemble de la distribution sur tout un film. Donc il a son mot à dire et son choix à faire sur là je sais que tel comédien je vais pouvoir l'emmener dans cette direction-là, on va pouvoir travailler comme ça. Comme on doit travailler vite, il faut que ce soit intuitif et efficace. Donc les essais sont intéressants pour renforcer quelque chose qu'on a pu pressentir chez un comédien, mais ils sont aussi légitimes, et c'est important qu'un directeur artistique puisse avoir le final cut et dire ouais voilà, là je sens plutôt avec cette comédienne en voix féminine pour le couple, là ça va vraiment bien fonctionner. Voilà, ce sont des critères artistiques qui sont subjectifs, et c'est ce qui fait la beauté de l'art, c'est que c'est totalement subjectif. Mais donc par rapport par exemple, à des fans, par exemple ceux qui aiment bien par exemple la voix un peu par exemple, de Christian Bale dans, par exemple, on va prendre le Prestige ou Batman, si par exemple la voix est changée et que les fans un peu alors c'est compliqué, gueulent, comment c'est ça compliqué, et c'est là où c'est aussi un paramètre à intégrer pour un directeur artistique ou une maison un distributeur qui achète un film. Est-ce que c'est plus simple, enfin c'est plus logique de garder sa voix habituelle, parce que le grand écart, enfin il n'y a pas un grand écart énorme entre ce qu'il fait là et le personnage, et que le comédien va très bien pouvoir le faire. Alors c'est vrai que c'est important pour le spectateur de rentrer tout de suite dans un comédien avec la voix, avec le personnage qu'on a l'habitude d'entendre. C'est logique, quoi. Vous n'avez pas vraiment votre mot à dire dessus, quoi. Ah moi non. Non, en tant qu'interprète, je propose quelque chose et j'essaie de servir au mieux ce qui a été fait, mais non, j'ai pas voix chapitre, okay. C'est le directeur artistique qui choisit. Ok, d'accord. Suivant. Ouais. Yes. Je suis parti à Seattle, je me suis payé une guitare et je me suis mis à fond dans la musique. Pas longtemps après, j'étais à fond dans la musique et dans la dope, et puis je me suis vite retrouvé à fond dans la dope, finalement. Johnny Knoxville, ouais, dans... Tolérance Zéro. Tolérance Zéro. Avec Dwayne Johnson, qui débutait à peu près dans... Je suis parti à Seattle, je me suis payé une guitare et je me suis mis à fond dans la musique. Pas longtemps après, j'étais à fond dans la musique et dans la dope, et puis je me suis vite retrouvé à fond dans la dope, point final. Qu'est-ce que je me suis marré sur ce comédien, il est complètement barré, ce type. Ah mais... Bad Grandpa, c'est un délire. Ah c'est toi aussi sur Bad Grandpa? Ouais, ok. C'est énorme. Je crois que c'était Manuel Curtil dessus. Non. C'est parti en 6 scènes, ce film, c'est génial. C'est absolument dingue. Il se travestit en grand-père, oui. Et il fait toutes les conneries du monde qu'un grand-père peut légitimement faire. On s'est marré, c'est absolument génial. Et là, est-ce que justement, il y a un peu un travail d'adaptation par rapport au dialogue, vu que Knoxville il est déjà assez taré. Est-ce que par exemple, toi, à côté, tu as un travail à côté où tu peux un peu pas inventer tes répliques, mais non, parce que généralement, surtout sur des films à gag ou des films dont les situations sont hyper comiques, l'adaptateur a travaillé en fonction de ça, quoi. Donc, et c'est hyper compliqué. Le travail des adaptateurs est complètement dingue, de trouver un équivalent en français de ce qui va percuter chez un Américain. Okay. C'est pas la même chose, donc il faut trouver des équivalences, il faut trouver une rythmique, quelque chose qui nous parle, quoi, et qui nous embarque de la même façon que ça embarque des Anglais. Ça t'est déjà arrivé justement, par exemple, avec justement l'adaptateur, d'un peu retravailler par exemple des dialogues
Juste qui t'a un peu à changer, Non, 2-3 blagues. Non, ça arrive, on peut s'approprier des phrases et des petites tournures qui changent, mais c'est un film par rapport à la quantité du travail qui a été fait par l'adaptateur, c'est un film. Des fois c'est nécessaire, parce que techniquement, pour rentrer dans l'énergie du truc, tiens, c'est con que lui, papa, il se met à mitrailler d'un coup, et on va essayer de trouver un truc en français qui mitraille pareil. Mais généralement, les adaptateurs font très bien leur job. Ok, d'accord. On passe à l'autre ? Ouais. Bon, là, normalement, ça devrait être assez facile. Le moyen de combattre l'injustice, de retourner la peur. Batman, Voilà. ça c'est le premier, c'est Batman Begins. Quelle merveille, quel bonheur. Le moyen de combattre l'injustice, de retourner la peur contre ceux qui sèment la peur. C'est ton premier rôle sur Christian Bale. C'est mon premier rôle sur Christian Bale, après un casting très compliqué, parce que Christopher Nolan avait travaillé avec Christian Bale sur l'animalité du personnage. Et donc, ça ne justifiait absolument pas qu'il y ait une déformation technique avec des ordinateurs pour modifier cette voix. Donc il fallait trouver la brutalité chez ce mec pour insuffler la peur. Et c'était tout le travail qu'on a fait pendant les essais pour voir si ce que je proposais pouvait rentrer là-dedans et insuffler ce nerf, cette brutalité-là. Donc pas vraiment d'effet mécanique Il n'y a dans rien, la voix. il n'y a aucune déformation, c'est entièrement naturel. D'accord. Mais parce que justement après par rapport par exemple, à Begins, à The Dark Knight et Rises, on voit un peu une évolution dans la voix après. Alors, il y a une évolution dans la voix du personnage, mais il n'y a aucune modif. Il n'y a qu'une seule modif, une seule séquence, c'est quand le psychiatre prend des neuroleptiques, il se défonce, il se prend le gaz neuroleptique qu'il diffuserait dans l'eau, et là il voit Batman complètement dégoulinant, et là il y a une déformation mécanique. Et par exemple pour le tournage, le doublage de Rises, justement j'avais rencontré Benoît Alman qui m'avait un peu expliqué que c'était super galère parce que en fait vous n'avez pas, je crois, les images des films, qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés. Alors ce qui est compliqué, c'est que Rises, on est allé le voir à Londres, le distributeur a organisé une projection à Londres pour qu'on puisse travailler dans des conditions, tout en sachant ce qu'on faisait. Parce qu'effectivement, sur le plateau, on allait avoir une copie anti-pirate, c'est-à-dire cette fameuse copie avec les ronds qui se baladent. Voilà, vous voyez que ça en fait. Et c'est assez compliqué. Il n'y a pas les décors derrière, il y a juste un rond noir. C'est flouté, non, c'est pas flouté, c'est noir. Il n'y a que le rond sur le visage. Donc des fois, on ne sait pas si on est dedans ou dehors. C'est assez compliqué. Mais là, pour des gros films comme ça, ils font attention à ce qu'on sache un petit peu ce qu'on fait comme boulot. Et donc, ils avaient organisé une projection 2-3 mois avant pour qu'on voit le film dans son intégralité en VO à Londres. D'accord. Et est-ce que c'est un peu le meilleur souvenir que tu gardes, par exemple, de Christian Bale, ou les meilleures performances qu'il ait pu faire, ou celui où tu t'es plus éclaté à faire Batman ? Alors, Batman, c'est un personnage qui est passionnant. Comme Christian Bale, c'est un comédien protéiforme qui va vraiment bosser très très loin dans ses personnages. Je dirais que The Fighter, ça a été aussi une sacrée expérience. J'ai mis KO, Sugar Ray. J'avais l'air naze, mais je l'ai mis KO. Allez, je vous offre un verre à tous. Allez, une petite pause, quoi, avec un petit verre. Non, j'ai un avion à prendre, je suis désolé. Il y a une somme de boulot derrière ces personnages qui est dingue. Il y a vraiment un travail colossal, et les gars sont pas où ils sont pour rien, quoi. Il y a une maîtrise, une rigueur, une discipline de travail qui est extraordinaire. Donc oui, The Fighter, Le Mans 66... Bien sûr, les Batman, c'est évident. En plus, quand on peut travailler sur une trilogie comme ça, avec l'évolution du personnage, sa maturation, c'est absolument jouissif. Mais là, on parle d'un des meilleurs comédiens de sa génération, donc c'est un cadeau du ciel de doubler des gars comme ça. C'est vrai. Voilà. On passe à l'autre ? Ouais. Comment se porte l'insecte ? Le prix Nobel, Otto. Le prix Nobel. James Nous allons Franco tous être dans riches. Spider-Man, ça c'est le premier. C'est le deuxième. Oui, commence à avoir des briller un doutes peu, ouais. sur Ça, Spider-Man et son copain. Le prix Nobel, Otto. Le prix Nobel. Nous allons tous être riches. Je ne fais pas ça pour remporter des prix. Ah, mais il vous faut de l'argent, vous avez besoin d'un score. Qui est ce jeune homme? C'est mon meilleur ami, je vous en ai parlé. Il m'a dépanné en sciences au lycée. James Franco, c'est aussi un comédien très riche,
très très dense, quoi. Une des plus belles expériences que j'ai eues avec ce comédien, c'était le travail sur 127 heures. Oui, de Danny Boyle. Ouais. C'est ça, ouais. C'était dirigé par Isabelle Branins. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble et c'était extraordinaire. Parce que ce type est, pendant tout le film à l'écran, il fallait rentrer dans absolument toutes ses respirations. Jean-Charles, l'ingénieur du son, là, la complicité avec l'ingénieur du son est absolument essentielle parce que il venait me chercher. Quand on est en gros plan tout le temps, il y a des... la différence de zoom quand on est à 3 cm ou quand on est à 20 cm, elle est très très importante et on travaille avec le micro de façon extrêmement précise et il fallait que je sois dans ses inspires et ses expires très très précisément. Les gros plans ne trahissent absolument rien là-dessus, on ne peut pas se planter. Donc on a bossé à 3 sur ce film, c'était absolument jubilatoire. Et donc c'est bien tes respirations qu'on entend dans le film en version française. Non, ce sont ses respirations. Ce sont les siennes aussi. Ouais. Ok. Et je devais rentrer dedans, donc les digérer, les digérer, me les faire miennes, pour avoir exactement les mêmes, pour que mes attaques de phrases soient exactement les mêmes que les siennes. Donc une petite contrainte technique qui n'est pas négligeable. Et donc qui nécessitait un travail de complicité avec l'ingénieur du son qui était absolument génial. 127 heures, c'est vrai que je l'avais vu au ciné à l'époque et déjà grosse claque, j'étais un peu traumatisé d'ailleurs. Fabuleux. Ouais, non mais la scène de découpage est absolument dingue, on sait qu'elle va arriver, on l'attend pas parce qu'il se passe tellement de choses. Le scénar est complètement incroyable, quoi. On reste 1h50 sur un mec comme ça dans un trou, quoi. Ouais, c'est ça. Fabuleux. Parce qu'après, t'avais redoublé, sans être James Franco dans la série animée Spider-Man, t'as doublé Harry Osborn. Oui, mais ça n'avait rien à voir avec la continuité de James Franco. Rien du tout. C'était un dessin animé qui était lancé depuis un moment. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Vraiment, c'est peut-être dans la continuité pour des films de Rémi, non, rien à voir. Les gens d'Oscorp pensent que c'est toi. J'ai pensé qu'après tout ce qu'il nous a fait subir, il fallait que toi et moi ayons une discussion avec le bouffon Mencken. Mais où est le pilote? C'est toi qui as insisté pour que j'apprenne à piloter. Il faut bien s'imaginer ces sagas, c'est comme tout ce qui a été refait en Spider-Man aujourd'hui. Ils explorent à chaque fois un paramètre du personnage et ils mettent en lumière une fêlure du gars. Les 4 ou 5 derniers Spider-Man sont absolument pas du tout identiques. Donc à chaque fois, le personnage est attirant et à chaque fois, ils explorent quelque chose de différent. Donc c'est ou en dessin animé ou en réel. Ce sont jamais des œuvres qui suivent, c'est pas possible. La dernière ? Ouais. C'est mieux que n'importe qui. Je vais en avoir pour toute la nuit parce que je sais pas ce qu'il y a sur ce disque dur, mais c'est sûrement codé à un degré 5 de sécurité. Ça veut dire quoi, degré 5 ? Eh bien, c'est un code utilisé pour les travaux internes à l'ANI. À peine 5 personnes sur cette planète y ont accès. Très vagnant. Ça, c'est plus vieux. Oui. Pourquoi vous ne rentrez pas ? J'en ai encore pour un moment. Années 90. Allez, il y a des gardiens qui veillent là-bas. Oh, c'est les aventures de Spider-Man. Lois et Clark. Oui, les aventures de Superman. C'est ça, ouais. Oh là là. Et il s'appelle C'est Justin Whalin. Justin Whalin. Voilà. Absolument. Ah, ça c'était génial, c'était ma première aventure. Jean-Pierre Dora m'avait confié ce personnage. C'était Jean-Pierre Dora. Okay. Ouais, c'était absolument merveilleux. Je vais en avoir pour toute la nuit parce que je sais pas ce qu'il y a sur ce disque dur, mais c'est sûrement codé à un degré 5 de sécurité. Ça veut dire quoi, degré 5 ? Eh bien, c'est un code utilisé pour les travaux internes à l'ANI. À peine 5 personnes sur cette planète y ont accès. On est en 94, 95, 96, 97. C'est ça, ça a commencé en 94 et ça a fini en 97. Oui, mais alors 94 c'était un autre comédien, parce qu'en fait ce qui s'était passé c'est qu'il y avait eu une première saison avec un autre comédien, oui, t'as pas à partir de la saison. Et ils ont recasté un nouveau Jimmy Olsen parce que les deux étaient bruns et qu'il fallait vraiment un contraste plus à l'image, donc voilà, ils avaient changé de comédien et c'est comme ça que je me suis retrouvé là sur ce personnage-là. J'ai appris mon métier comme ça à ce moment-là, enfin c'était très très formateur. Je commençais. C'était tes débuts de... Mes débuts, c'est la première fois que j'avais un rôle récurrent dans une série et je me retrouvais avec Claire Guyot et Emmanuel Curtil en partenaire, avec que des guests absolument prodigieux. C'était fabuleux.
Donc voilà, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup appris. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Ok. Donc là, c'est des questions, voilà, c'est plus ces questions que là, moi, je me pose. Et après, on passera à la partie où c'est les abonnés qui ont posé des questions. Super, Ok. je vais tâcher d'y répondre. Dis-moi. Alors, donc, en gros, bah, tu as doublé Christian Bale donc, dans la saga The Dark Knight. Et donc, depuis quelques années, là, on voit l'implosion ou l'explosion de films de super-héros. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en ce moment, de tous les films de super-héros qu'on voit Il y en a toujours eu beaucoup, hein, mais alors c'est vrai que l'industrie du cinéma ayant vraiment cranté différemment, là, ces 10 dernières années, c'est la vague en ce moment, elle est sur les mix de personnages. Alors je suis pas convaincu que ça dure encore très très longtemps, parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que spectateur, ce sont les caractères. Donc, quand on a des caractères forts comme Batman, le retrouver mélangé dans une histoire avec moult autres personnages dont les moteurs sont pas les mêmes, je trouve ça compliqué. Des fois, moi, je suis un peu perdu. Donc voilà. Par contre, il y a des personnages qui émergent extraordinaires. Doctor Strange, je trouve ça absolument génial. Voilà. Et en ce moment aussi, bah, tu sais, il y a toujours le débat un peu interminable VO-VF. Enfin, surtout en ce moment là, tout le monde dit voilà que c'est bon maintenant les VF depuis 2010, on va dire, bon c'est bon. Ah oui, il y a un débat comme ça. Ah ouais. Moi, je crois qu'il a toujours existé des débats en face. Depuis que je fais du doublage, Jean-Paul me dit toujours. Bah, depuis, j'ai l'impression qu'il y a les réseaux sociaux en fait. Maintenant, vu que c'est plus rapide, j'ai l'impression que c'est ça. Maintenant, on va dire ah, tu regardes en VF, ah d'accord, bah c'est nul en fait. Bah non, j'entends pas ça. Ah, d'accord. Non, bah après il y a un effet de mode, et tant mieux, soyez bilingue quoi. Hein, regardez des séries en anglais pour être bilingue, parce que quand même la planète est vaste et il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est bien. Mais c'est tellement bon quand le doublage est bien fait et que d'un coup vous êtes baigné dans un univers d'un réalisateur avec des interprètes qui jouent sa vie, c'est génial. Enfin, je vois pas le. Je vous dis, à part des spécificités comme un film de Woody Allen où j'ai essayé en VF et je trouvais ça compliqué quoi. Donc et j'avais pas le jus et l'âme du réalisateur. Donc ouais, ça je vais plus volontiers vers une VO. Mais sinon, je crois pas qu'il y ait de conflit sur le sujet VO ou VF. Ça dépend de l'œuvre. D'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que par exemple, les gens ils sont beaucoup plus nostalgiques quand on va parler des VF des années 80-90 parce que c'était parce qu'à une époque il n'y avait pas de VO. Oui, et puis surtout on n'avait pas la VM quoi. Oui, et puis surtout qu'ils ont grandi avec, donc c'est vrai qu'il y a une affect un peu autour. Mais il n'y avait pas la VM sur des box, t'as toutes les VM quoi. D'accord. Tout est en VM, donc vous choisissez VO sous-titré ou VF. Maintenant vous le pouvez. Moi toute mon adolescence c'était que de la VO, que de la VF pardon, parce que en télé il n'y avait que ça. Donc maintenant vous avez le choix, donc génial. Et c'est pas pour autant que l'un est moins bien que l'autre, que voilà. Ah oui, ça je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est un peu. On peut en parler maintenant puisque vous avez le choix. Avant vous n'aviez pas le choix. Donc génial quoi. Bah justement, autour de ça, par exemple, c'est quoi par exemple on va dire vos VF un peu d'enfance ou vos comédiens que vous avez un peu grandi, choyé J'adorais. La première série qui m'a vraiment marqué, ce sont les Tarzans en noir et blanc. Ça passait sur France 3 le mardi soir, et comme le mercredi j'avais pas école, j'avais le droit de les regarder à la télévision. Et même si c'était violent, je vous parle, j'avais 6-7 ans, hein, donc j'étais très très petit. Et des fois Tarzan c'est violent quoi. Il y a des tribus qui se dévorent entre eux. Mais ma maman me faisait confiance et elle voyait que je percutais assez bien. Donc elle m'a autorisé à voir ça et les versions françaises étaient absolument géniales. Quoi. Par exemple, tu penses à peut-être un film aussi, je sais pas, que tu as peut-être découvert en salle et tu dis ouais, cette VF c'était incroyable quand tu étais peut-être plus jeune, un truc comme ça. Alors j'ai eu la chance de beaucoup aller au cinéma puisque très tôt ma marraine avait travaillé pour les cinémas Pathé et me donnait sa carte de cinéma. Et j'avais le droit à 2 tickets par semaine que je devais partager avec mon frère et ma soeur. Mais bon, le mercredi, généralement, j'y étais et j'ai vu des films absolument délirants. Mais je ne me posais pas la question, petit, est-ce que c'est une VO, est-ce que c'est une VS. Quand j'ai vu
J'allais au Saint-Gervais dans le 15e, et la dame qui m'avait repéré au bout d'un moment me faisait même rentrer dans des films qui étaient interdits. J'ai vu la tour infernale au cinéma. J'avais 12 ans. C'était complètement dingue, quoi. Et je me posais pas la question de savoir si c'était une VO ou une VF. C'était, pour moi, ils parlaient tous français, quoi. Voilà. Non mais c'est vrai. Bah, oui. Oui, c'est vrai que oui, quand on est petit. Quand t'es gamin, tu te poses pas la question, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a une évolution, on va dire, par rapport à un doublage d'antan et un peu aujourd'hui? Il y a une évolution du cinéma, de l'art, du 7e art en règle générale. Donc forcément, tous les aspects techniques du métier évoluent de concert. On ne monte pas un film aujourd'hui comme on le montait dans les années 60 ou dans les années 80. Il y a une dynamique du récit, la narration n'est pas la même. Donc forcément, notre part, le doublage, qui est un élément d'un tout, évolue avec ces techniques-là. Maintenant, en plus, techniquement, on va beaucoup plus vite. Donc oui, ça, les choses évoluent parce que cet art évolue. Ok. Voilà. Et t'as doublé donc aussi notamment dans des séries animées, donc par exemple Détective Conan. Donc c'est quoi par exemple la différence entre doubler dans un film d'animation animé et un peu par exemple doubler une série ou un film? Un film d'animation, vous avez une liberté plus importante parce qu'en fait, même s'il y a eu un travail qui a été fait en VO sur la voix, vous pouvez rentrer. Vous êtes beaucoup plus libre de proposer quelque chose qui va remplir l'énergie du dessin. Alors qu'en doublage, on travaille sur des comédiens, de la matière vivante, qui a une énergie, une âme dans l'œil que l'on doit respecter. Dans un dessin animé, il n'y a pas cette âme-là. L'âme, on va la donner par la voix, on va la donner par le jus qu'on va y mettre, qui est généralement beaucoup plus punchy, beaucoup plus dynamique. Donc là, il y a une beaucoup plus grande liberté, effectivement. Donc là, c'est là où justement où tu peux un peu peut-être inventer des choses que le comédien n'a pas fait. Par exemple, un manga, le japonais est tellement loin de notre langue, et les appuis, et l'énergie, le muscle est tellement différent d'une autre, que forcément, dans l'adaptation, on va devoir créer des voix et des choses qui correspondent à notre référentiel culturel. Donc on ne peut pas hurler et brailler comme eux, même si on doit y mettre la patate, quoi, et on doit hurler, mais pas comme eux. D'accord. Des trucs qui sont complètement fous, on va les traduire dans quelque chose qui donne du sens au spectateur et qui donne vie au personnage. Ok. Voilà. Ok, d'accord. On va passer aux questions là justement que les gens se posent. Alors est-ce que une rencontre prévue avec les acteurs que tu as déjà doublés, ou est-ce que ça a été déjà fait, ou est-ce que tu aimerais bien en faire une? Par exemple, rencontrer Christian Bale ou... Ah bah, les comédiens viennent généralement en Europe pour la promotion des films. Donc il s'avère qu'on peut se croiser lors des avant-premières. Mais les gars ont un tel planning que c'est un salut amical, une photo, un truc, c'est très très fugace. Il n'y a qu'un moment où on a pris du temps, c'était avec Guy Pearce, parce que Luc Besson l'avait fait venir pour Lockout, la sortie du film, et on s'est retrouvés pendant 20 minutes autour d'un buffet, et on a papoté doublage, voix, interprétation. Et c'était vachement marrant. Et ce qui était drôle, c'est qu'on est rentré dans les salles et vous savez comment ça se passe, il y avait 5 salles les unes à côté des autres. Donc il y avait un speech de Luc Besson, après une intervention de Guy Pearce, et puis ils venaient s'asseoir au premier rang, et puis on lançait le film. Ils assistaient aux quelques premières scènes, et hop, on filait en douce, et on arrivait dans la salle d'après. Et c'était marrant les regards qui me lançaient quand il m'a entendu sur lui la première fois, et c'était assez drôle, quoi. Et Besson m'avait dit qu'il m'avait casté parce que je suis très match voice avec lui. Et lui, Gapis, me parlait de tous les accents qu'il avait eu dans sa vie, l'accent australien, néerlandais, anglais, américain, plusieurs accents américains, dont il se servait pour construire ses personnages. Et je lui expliquais qu'en France, nous, c'était absolument impossible d'utiliser un accent breton, normand, ou de Lille, ou de Roubaix. Accent picard, ça serait... Voilà,
voilà, pour nous ça caractérise pas pareil le personnage. T'as doublé Lego Batman, enfin t'as doublé Batman dans Lego Batman. Parce que j'imagine là que ça doit être un plaisir justement de se retrouver dans la peau de Batman, donc dans le film Lego Batman et dans la grande aventure Lego 2. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Enfin, le Lego Batman, c'est un Lego. C'est pas Batman, c'est un Lego Batman. Donc il y a une espèce de truc gamin totalement régressif. Et il a une voix qui est un peu ronde comme ça, c'est génial. C'est un pur bonheur. Et puis c'est un film, voilà, là on parle encore d'une animation, quelque chose qui est ultra dynamique. Le récit va très très vite. Ça doit faire pinch, toutes les phrases doivent être nettes, précises dans les intentions parce que ça va extrêmement vite. Et c'était jubilatoire. Vraiment un gros délire. D'ailleurs, c'est toi qui chantes dans le Lego Batman, la chanson de Batman. Oui, il y a un rap et une chanson de hard rock. Dans la nuit profonde, je suis toujours vainqueur. Il y a des tas de héros. Ordinateur, surcompensation. Mais moi, je suis le meilleur. Je suis en route, monsieur. Qui a les plus beaux gadgets. Le délire, c'était fabuleux. Ouais, non, ça doit... Fabuleux, on s'est régalé. Par exemple, la scène quand il fait cuire son homard et pendant 1 minute, il se passe rien. Il se passe rien. Non, c'était génial. Barbara Tissier, la directrice artistique, elle est tellement précise dans sa direction que il y a un moment quand on s'entend bien, quand le jus passe, ça va vite. Vous savez, comme dans les soirées entre potes où on se comprend à demi-mot et pim. Il y a des choses qui émergent. Et Dieu merci, heureusement c'est enregistré parce que ça marche. Et d'un coup, il se passe quelque chose et elle fait ouais, c'est bon, on garde, on l'a. Ça c'est génial, on garde. Okay. Et voilà, ça c'est la magie de notre métier. Justement, on parlait de voix un peu de Batman, mais là on va plus se reparler du Batman de Nolan. Est-ce que la grosse voix Batman, justement, ça tue pas un peu les cordes vocales? Est-ce qu'il y a un travail toi que t'as fait un peu à côté Vous êtes le symbole d'espoir que je ne serai jamais. Votre résistance contre le crime organisé est le premier vrai rayon de lumière sur Gotham depuis des décennies. Si quelqu'un vous découvre, tout ça n'aura servi à rien. Alors la voix est un instrument qui s'use quand on s'en sert. C'est des vibrations, donc vous pouvez avoir toute la technique que vous voulez. Forcément, le frottement, la vibration, au bout d'un moment, va l'user. La fatiguer, je veux dire, plutôt, la fatiguer. Alors, effectivement, en hurlant ou en travaillant en pression forte du diaphragme, il faut faire gaffe, et ça c'est toute la technique du comédien, de ne pas l'abîmer, de ne pas se faire mal. Mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, vous êtes épuisé. Au bout de 2 fois 8 heures de boulot, vous êtes rincé. Donc, on peut ne pas se faire mal, mais en tout cas, c'est exigeant, c'est un travail intense, et voilà, il faut le faire. Après, on fait effectivement attention à ce que le directeur artistique a prévu que toutes les scènes en Batman vont être faites d'un côté et en Bruce Wayne de l'autre. Généralement Bruce Wayne avant Batman. Tu fais une préparation un peu avant Non, ça c'est ma technique. D'accord. Quand j'arrive en studio, je fais en sorte que ma voix soit chaude, que je sois disponible au boulot, quoi. Ok. C'est la base. Okay. Et l'articulation au maximum quand il fait froid l'hiver. Articuler quand je suis dans mon casque de scooter, j'articule au maximum pour arriver prêt, quoi. Là c'est en plus la dernière question des abonnés. Est-ce que tu aurais des recommandations par exemple de films, de séries ou de livres que tu as vus dernièrement? Ouais, alors on va rester dans les séries parce que les livres c'est un autre domaine, alors on pourrait aborder ça, mais Years and Years, série absolument dingue, géniale, où le récit est déstructuré, on assiste en fait à des scènes de vie de famille, et c'est génial parce que voilà une œuvre qui vous met, vous en tant que spectateur, à fantasmer et à compléter ce qu'on ne voit pas. Donc on voit la famille comme ça d'époque en époque, et en fait vous alimentez, vous complétez ce qui s'est passé entre chaque scène, parce que c'est évident, enfin je trouve ça génial, et puis c'est un peu futuriste. C'est avec Emma Thompson, c'est ça, c'est avec Emma Thompson Oui, absolument, que des acteurs anglais complètement dingues. Oui, elle joue une politicienne, enfin une nana qui se retrouve embarquée dans une carrière politique improbable. Okay. C'est absolument génial. The Hunters aussi. C'est avec Al Pacino, c'est ça? Ouais, avec Al Pacino. Sorti, Amazon Prime, les gars sont des super interprètes. Enfin, il y a des travails de scène absolument génial. Et au début, moi j'étais vraiment très très mal à l'aise.
Ok. Vraiment, les 2 premiers épisodes, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est... Enfin, ça me met mal à l'aise, quoi, vraiment. Et cette gêne, ça parle de l'antisémitisme, de la reconversion des nazis après la guerre, parce qu'on se situe dans les années 70. Donc, ça sent pas bon, quoi. Et en fait, c'est absolument... Tout est légitimé, c'est super bien fait. Oh, Babylone Berlin, c'est une perle, cette série. Absolument génial. Tu as vu ça? J'ai pas vu, non. J'ai pas vu. C'est génial, la musique est délirante. Moi, je suis pas fan de l'allemand, mais là, c'est vraiment délirant. On s'est fait certains épisodes en VO et certains épisodes en VF, et franchement, la VF est magnifiquement bien faite. Non, c'est un jus, c'est absolument génial. Ça se passe à Berlin dans les années 30, milieu et fin des années 30. Ça parle pas nécessairement du nazisme dans les 2 premières saisons. Là, on sent qu'il arrive, mais c'est génial, vous allez adorer. Babylone, ok. Babylone Berlin, Babylone. Years and Years, The Hunters. Ça, pour moi, c'est les 3 qu'il faut vraiment... alors après, ça peut ne pas plaire, hein, mais en tout cas, ça... et ce que j'ai adoré aussi également, c'est The Crown, Alternate Carbon. Je trouve ça génial, c'est la SF. Pretty Little Liars, bien sûr. Mad Men, si vous ne l'avez pas vu. Et 10%. Une série absolument géniale. Là, j'approuve à 100%. D'ailleurs, il y a des épisodes. Je trouve tout dans cette série, en fait, c'est incroyable. L'épisode avec Isabelle Huppert est monumental. Monumental. Non, c'est vrai, 10%. Là, la saison 4 qui sort bientôt. Ouais, saison 4 avec peut-être... Enfin, il y aurait Sigourney Weaver, j'ai vu. Génial. Donc ça pourrait être assez incroyable, et là, ça serait la 4e et dernière saison. Je lui dis ça pour le moment, mais je suis sûr qu'ils vont continuer. J'espère. Non, il y a un sens de la punchline dedans, c'est super bien écrit. C'est bien écrit, c'est bien interprété. C'est drôle. Ça donne un peu une vision qu'on n'a pas dans le cinéma français, je trouve, qui est assez intéressante. Ça rend les comédiens un peu plus réels, quoi. C'est ça. De toute façon, toute la liste là, je la mettrai en description, tout ce que celle que t'as mis justement. Conseil, il y en a plein d'autres, hein, et il y a tellement de trucs. Des goûts et... Il y a tellement de trucs. Et là, on va s'approcher un peu de la fin. Et Philippe, c'est quoi un peu ton actualité en ce moment? Alors, je suis en train de préparer Là, je vais tourner dans un film au mois de mai et juin. C'est un long métrage autoproduit qui s'appelle Vacances sur Terre. Il y a une page Facebook pour aller voir ça. Ça va être un gros délire. C'est de la SF, mais c'est surtout un film humoristique. Ça s'appelle Vacances sur Terre, voilà, par Igor Pejic. Et on va tourner entre 4 et 6 semaines à côté de Toulouse, dans la forêt. Ça, c'est l'actualité à venir. En ce moment, je suis en train de faire un training avec un type extraordinaire qui s'appelle Sébastien Gimbert. Ça s'appelle l'atelier professionnel de l'acteur, APA. C'est un gars qui a fait sa formation à l'Acteur Studio, et il propose la méthode de Lee Strasberg à Paris. Donc on a commencé ça depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin. C'est un boulot fabuleux, c'est une nouvelle aventure pour moi, une nouvelle façon de travailler, et je suis absolument ravi de cette rencontre. Il y a des choses qui arrivent dont je ne peux pas parler puisqu'il y a des bottins de confidentialité, mais aussi bien en jeu qu'en série et qu'en film. Donc voilà. Une grosse actualité. En ce moment, je suis très très content. C'est un peu calme au micro, mais je m'en plains pas parce que j'ai cette préparation de tournage qui est assez très exigeante. Mais voilà, je suis très très heureux. Philippe, merci. Même merci à vous, merci c'est en un tout plaisir. cas. Merci à toi pour ton invitation. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu aux questions avec toujours sincérité, générosité, c'est super cool. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas un peu à réagir avec ce que Philippe dit justement. Oui, si vous avez aussi des questions en commentaire aussi. Avec grand plaisir, oui, des questions auxquelles je pourrais répondre, éventuellement. S'il y avait voilà. Si tu as peut-être un petit mot pour la fin. On travaille pour vous. Et on est très heureux de travailler pour vous.